Bastien Gallet a été producteur à France Culture, puis à la radio suisse romande. Il a été aussi rédacteur en chef de la revue musicale Falsa, directeur du festival Archipel, pensionnaire à l'Académie de France de Rome et conférencier à l'IRCAM. Il est aujourd'hui coordinateur de la recherche à l'École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans. Mais c'est aussi un écrivain, un romancier. Il a publié 2 romans, Une longue forme complètement rouge, éditions Léo Scheer, et Marsyas, aux éditions MF. Également 2 essais sur la musique, Anastylose aux éditions Phage, et une traduction des écrits sur la musique d'Alfred Schutz avec Laurent Perrault, aux éditions MF, qui est paru en 2007. Et il poursuit aujourd'hui son travail sur les arts sonores et aussi la philosophie, qui est sa discipline de formation. Je lui laisse la parole, Bastien. Merci Mathieu. Je suis très heureux d'ouvrir cette journée de conférence sur cette question passionnante. Donc la question de l'espace, et ici particulièrement de l'espace traversé, je dirais même de l'espace produit en le traversant. C'est peut-être ce cercle qu'il faudra briser. Comment est-ce qu'on produit de l'espace en marchant dans l'espace? N'y a-t-il pas 2 espaces, justement, qu'il faut penser l'un par rapport à l'autre? Je m'intéresserai à trois grands marcheurs, un marcheur et 2 marcheuses, Max Neuhaus, Christina Kubisch, qui a participé au numéro, et Janet Cardiff. Et je m'en servirai comme 3 moments dans une sorte de courte démonstration qui restera inachevée, faute de temps, car je manquerai de temps. Nous allons donc marcher, et nous aimerions nous lever et marcher, faire un tour ailleurs, dehors. Nous aimerions bien sûr nous confronter au monde, au son du monde, mais évidemment nous ne le pouvons pas, car nous sommes ici à Point Culture et nous devons rester assis. Enfin, vous en tout cas, enfin moi aussi, puisque si je me levais par exemple, je ne pourrais plus parler dans ce micro. Donc nous ne pourrons pas faire, nous ne ferons pas ce que Max Neuhaus aimait faire, sortir, aller tous dehors, écouter, marcher. Et bien sûr, on ne saurait pas ce qui nous attend, quels sons et quelles ambiances nous tomberaient dessus si nous faisions cela, si nous partions à l'aventure. Mais est-ce de cela qu'il s'agit? Est-ce d'aventure? Peut-être d'aventure. Pourtant, nous marchons tous les jours et nous vivons très peu d'aventures, ce faisant. À moins que quelque chose n'arrive. I'm walking along a path in a park in Toronto right now. I walk here every day with my dog. I'm a bit later than usual tonight. It's a bit scary. This way. Come on, Hill. Glad I brought a flashlight. If I can only find it. Where is it? It's in my purse. Shit. I dropped it. Last night I dreamed a man chased me. I don't know what he wanted. I woke up and tried to finish the dream the way I wanted it to end, shooting him with a gun. That was recorded in 1996. I don't remember having that dream now. I just have that recording of me telling about it. But maybe I made it up. It's sort of like the things our families have told us about our childhood, what we did when we were kids. We'll never know if they're real memories or not.
kids on bikes just went by. They're wondering what this was. This blue head. Me walking with it. It's great how kids will just say anything. Whereas people will just pretend. I mean, adults will just pretend that they don't see anything. Si nous quittions ce lieu pour marcher, si nous marchions dans Bruxelles tous ensemble, et si nous voulions que cette marche fût une aventure, il faudrait qu'elle soit vraiment sonore, cette marche. Il faudrait que les sons marchent aussi avec nous, qu'ils deviennent donc des walking sounds. Et c'est mon premier point. Une marche sonore n'est bien sûr pas une promenade sonorisée. Et les sons que nous entendrions alors et écouterions alors ne seraient pas des guides mais des pièges, des choses trappes ou bien des sons qu'on a tant entendus qu'on ne les écoute plus. Mais les a-t-on jamais vraiment écoutés et pourquoi l'aurions-nous fait d'ailleurs ? Qui, à part John Cage, écoute les bruits qui montent jusqu'à sa fenêtre comme si c'était de la musique et comme si c'était la plus belle musique qui soit ? Sortons donc et commençons par suivre Max Neuhaus. Arpentons le Lower East Side, un quartier qui pourrait être le nôtre. Supposons qu'il le soit, ce quartier, qu'on s'y déplace tous les jours, que tous ces sons nous soient familiers. On connaît ces rues, on connaît ces ponts, on connaît ces chemins au bord de l'East River. Mais ça ne fait rien. Il faut y retourner quand même. Il faut refaire les mêmes pas, fouler les mêmes trottoirs, avec Max cette fois, car Max est un ami. Comment lui refuser cette promenade ? Ça se passe au mois de février 1966. Max Neuhaus n'est pas encore tout à fait un artiste sonore. Il est percussionniste. Il a interprété Zyklus de Stockhausen en 1963. Il a réalisé l'année d'après une version du Fontana Mix de John Cage qu'il intitula Feed. Et il s'agissait là d'un travail particulièrement passionnant sur le feedback. Max a son atelier dans le Lower East Side. Et ce jour-là, un jour de grand froid et d'air très clair, il rassemble quelques amis pour une promenade, Sound Walk. Juste là, au point A de la carte. La marche commence au coin de l'avenue C et de la 14e rue. Enfin, j'ai reconstitué la marche telle que Max Neuhaus a décrit, puisque telle qu'il a décrit, elle est en réalité infaisable. Donc telle est la marche hypothétique que Max Neuhaus a dû faire en 1966, mais il faudrait faire une étude sur place, programme de résidence. Quel fut l'itinéraire de cette première marche sonore de l'histoire ? Avant les marches de Kant à Königsberg, bien sûr. Il descend de la 14e rue jusqu'à un spectaculaire grondement en provenance d'une centrale électrique Con Edison. Il marche ensuite pendant plusieurs centaines de mètres à côté de l'autoroute qui longe l'East River, entre le fleuve et le vrombissement discontinu des moteurs. On imagine, deux espaces sonores, qu'on appelle pour l'instant espaces, qui se confrontent, le long, immense espace vide du fleuve, sans fin, sans borne, et puis le vrombissement de l'autoroute qui est comme un mur sonore de l'autre côté. Donc, le vide d'un côté, l'immensité, et de l'autre, le mur sonore de l'autoroute. Donc il longe, il passe entre ces deux espaces, littéralement, entre la couture entre ces deux espaces. Puis ils prennent un pont piétonnier qui passe au-dessus d'un quartier portoricain, assez bruyant, nous dit Neuhaus, un quartier du Lower East Side. Et de là, il marche jusqu'à son atelier, que j'imagine ici, non loin de la Delancey Street North. Et là, Neuhaus leur joue quelques morceaux de son répertoire, pensant peut-être qu'ils ont besoin d'une récompense, ou qu'il leur faut un peu de musique après ces heures de son et de bruit disparates. Il sait, lui, il sait que tout cela avait à voir avec la musique, c'est-à-dire avec l'art sonore, c'est-à-dire avec l'art en général. Mais de quelle manière, vous dites-vous, cela pouvait-il avoir avec l'art ? Eh bien, tout simplement en marchant, en s'arrêtant dans certaines zones, en se postant à certains points et en écoutant. Ce qui fait déjà trois manières
d'écouter. En se déplaçant, donc en mouvement, ce qui permet de faire varier les sons, tels sont perçus de différents points, puis tels sont en relation avec tel autre, et cette relation elle-même variant, puis un son après l'autre, ou superposé à tels autres, montage et mixage en variation constante. C'est ce qu'on fait naturellement quand on marche, mais cette fois-ci, il s'agit de le faire intentionnellement, d'être le compositeur, mixeur et monteur des sons qui nous entourent. En s'arrêtant ensuite, en choisissant une zone qu'on va arpenter, comme si elle était une œuvre, comme si elle était l'œuvre, tout écouter et composer depuis cette zone, attendre qu'un son arrive, reparte, repérer les régularités, les accidents, les invariants, à composer mais autrement cette fois-ci, être aux aguets, composer des rythmes, on pourrait dire, non plus seulement mixer et monter, mais repérer des invariants. Enfin, en s'immobilisant sur un point d'écoute très spécifique, car là, il se passe quelque chose d'étonnant se donne à entendre, une interférence soudaine, un effet d'écho, un son nouveau, inaudible 1 mètre plus loin. Et Neuhaus savait trouver ces points. Il avait l'oreille et la curiosité pour cela. Je ne sais pas si vous avez des amis qui font ça, mais souvent. Ceux-là savent repérer le point exact où on entend autre chose, où un autre monde sonore soudain se déploie. Pierre-Laurent Cassière, un jeune artiste sonore, est à l'oreille de Neuhaus de ce point de vue-là. Dans une ville, il s'est toujours tout de suite retrouvé, repérer ces points-là. Et Neuhaus, d'ailleurs, allait plus loin puisqu'il collait des affiches dans la ville qui disaient simplement « Listen ». Trouvez ce point, il n'est pas loin, il est juste là. Alors, que fait l'auditeur dans ces situations? Il écoute, certes, mais surtout, il compose ce qui arrive. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il fait cela en musique, qu'il fait de la musique avec cela. Peu importe en vérité. Mais il compose, c'est-à-dire qu'il analyse, s'intéresse, joue, dispose, attend, s'étonne. Ce qui arrive quelquefois parfois aux passants qui traversent l'œuvre zone de Neuhaus, justement, puisqu'il a fait une zone qui est une œuvre, Times Square, ce drone qu'il a installé là-bas, sous une grille d'aération, de ventilation du métro. Et ce drone imperceptiblement décontextualise le carrefour et son bruit terrible, infernal. Donc l'œuvre dans ce cas est bien la zone d'écoute que dessine vaguement le son du drone. Dans cette zone, même si on ignore qu'elle est une œuvre, l'environnement sonore se donne différemment à travers une sorte de brume, un filtre d'ambiance, on pourrait dire, imperceptiblement modifié et donc décontextualisé. Donc là, il y aurait peut-être les prémices d'un art sonore politique. Il faut décontextualiser, et on peut décontextualiser Times Square dans son ensemble, sans qu'on en ait même conscience, puisque la plupart des passants ne savent pas qu'il y a là œuvre. Une œuvre qui serait donc non thématiquement perçue comme telle, mais néanmoins agissante. Là, on est vraiment dans la micropolitique ou la politique imperceptible. Alors, tentons une théorie, vite fait, qui sera insuffisante néanmoins. Ainsi parcourue, seulement guidée par l'écoute, la ville cesse d'être un ensemble discontinu de lieux pour redevenir un espace, au sens que Michel de Certeau donne à ce mot. Donc là, je m'appuie sur de Certeau. De Certeau oppose en effet le lieu comme ordre des rapports de coexistence, où règne la loi du propre, à l'espace comme croisement des mobiles, comme effet des opérations mises en œuvre par ceux qui habitent et pratiquent les lieux, et ce faisant les rendent impropres à ordonner la ville. Les sons ignorent les limites fixées par l'urbanisme et l'urbanité, ils s'étendent, s'épanchent, rebondissent, traversent les lieux, les rendent à l'espace qui ne divise plus qu'abstraitement et que l'auditeur-marcheur peut librement recomposer, associant et dissociant les sons à sa guise, composant en déambulant un morceau de musique fait de morceaux d'espace sans cesse recomposés. Bon, on peut imaginer bien sûr que ces soundwalks que Max Neuhaus multipliera avaient une fonction propédeutique. Que leur rôle était d'inciter l'auditeur-marcheur à poursuivre seul sa promenade, à pratiquer de lui-même cette écoute située et mobile. Car, en effet, une autre ville surgit alors qui se superpose à la première, la visible, mais qui fonctionne autrement. Une ville de vecteurs et de quantité de vitesse, pour reprendre les mots de Certeau.
faite de fonctions dérivées, donc accélération et ralentissement, aux délimitations plus floues, où rien ne s'individue vraiment, où les êtres et les choses se mélangent, un monde où l'ordre des lieux, devenu labyrinthique, devient méconnaissable. Rien, malheureusement, n'est toutefois moins évident que d'entrer dans ce labyrinthe, tant nous avons l'habitude d'associer spontanément les sons entendus à leur cause visible, de reconstituer sans cesse l'ordonnancement des endroits et la distinction des lieux au détriment de cet espace pratiqué. Il faudrait pouvoir se promener longtemps à l'aveugle ou bien être capable de pratiquer l'écoute réduite des musiciens concrets en situation urbaine, dehors et en mouvement. Comment Pierre-Henri se déplaçait dans Paris? Il aurait fallu étudier cela, lui poser la question. Bien, faisons une pause, écoutons un peu New York autrement que ne l'écoutaient les amis de Max. Reposons le problème. Comment entrer dans ce labyrinthe de vecteurs et de quantités de vitesse? Comment arpenter l'espace que notre marche substitue brièvement aux lieux? Comment oublier les lieux? Comment dissoudre leur ordre? Eh bien, Christina Kubich a apporté dans une de ses œuvres, une œuvre multiple, comme les Sandwalks de Neuhaus, une réponse prothétique à ce problème, sous la forme d'un casque d'écoute, que vous devez voir ici. Est-ce qu'il y avait de baisser un petit peu la lumière, qu'on puisse voir ce que fait cet homme? Non, la lumière... Donc un casque d'écoute conçu pour réagir aux champs électromagnétiques et les traduire en ondes audibles. Ces deux principaux composants sont une bobine électrique et un amplificateur. Electrical Walks, un projet de marche urbaine qu'elle initie en 2003-2004. Donc vous voyez l'homme ici qui met sa tête dans la gueule du taureau, semble-t-il. À Bruxelles, en vérité ici même, juste là, vous voyez, dans le jardin qui est dans le jardin botanique, n'est-ce pas? Nous avons mangé à l'instant. Me trompais-je? Non, c'est bien cela. Vous pouvez vous-même essayer de mettre votre tête dans la gueule du taureau, mais malheureusement vous n'entendrez pas ce que cet homme a entendu, puisque les auditeurs promeneurs qui portent cette prothèse auditive, un prothèse car ce casque augmente notre sens auditif en lui permettant de percevoir des phénomènes qui sont physiologiquement inaudibles,
entendre les multiples ondes électromagnétiques qui traversent notre environnement, des plus récentes, les ondes radio des réseaux Wi-Fi et des téléphones portables, essaims de sons aigus, grêles et pointus, on a repéré quelques-uns, aux plus anciennes, les champs électriques que produisent les centrales encore en activité, son grave, épais et granuleux. On imagine le merveilleux son que doit produire pour un auditeur ainsi prothétisé la centrale Con Edison, au bord de laquelle Max Neuhaus emmena ses amis en 1966. Donc dans les villes où il est invité, de très nombreuses villes, dont New York, l'enregistrement que vous avez entendu a été réalisé à Times Square précisément. Christina Kubich dessine sur des cartes qu'elle remet aux promeneurs volontaires des parcours qui leur permettent de partir à la découverte des zones les plus intéressantes, notamment des couches les plus profondes. Par exemple, dans les anciens quartiers industriels de Riga ou de Tallinn, notamment dans les lieux même où fut tourné Stalker, parce que Stalker a été tourné dans les périphéries de Tallinn, périphérie industrielle de cette ville estonienne. Donc elle a là pour mettre en œuvre cette marche, écouter les sons que Tarkovsky ne pouvait percevoir. Mais bien sûr, les auditeurs sont libres de choisir leur propre cheminement dans cet espace ondulatoire qui se révèle beaucoup plus immédiatement spatial au sens de Certeau que celui des sons physiologiquement audibles. Les ondes ignorent en effet l'urbanisme et ses délimitations. Elles franchissent plafonds, murs et fenêtres. Il n'y a pour elles aucun propre, aucun lieu. L'auditeur, armé de son casque, les entendra partout et la plupart du temps simultanément, comme si la ville déployait devant ses oreilles la complexité de sa stratigraphie sonore. Mais il ne pourra sans se livrer à quelques explorations, évidemment, et reliées à leurs sources émettrices. Donc on verra ces auditeurs suivre d'étranges trajectoires sinueuses, hésitantes, changer de direction sans raison apparente, s'arrêter soudain et demeurer un moment immobile, puis s'approcher d'un distributeur de billets, non pour en faire usage, mais touché par la grâce de cette nouvelle pratique des objets et des lieux afin de l'écouter. Donc on peut aller écouter un distributeur de billets, ce qui est de détourner imperceptiblement de sa fonction. Tout à coup, il y a un intérêt qui n'est plus un intérêt monétaire, il y a un intérêt sonore, de la manière que ce taureau se révèle être une sculpture sonore et plus seulement une sculpture de métal. On renouvelle, on réinvestit l'académisme artistique belge, ce faisant, bruxellois. On redonne sens à ces vieilles sculptures qui n'en ont plus aucune. On peut dire qu'on les remixe en quelque sorte, on les remonte. Alors ces marches sonores donnent à entendre, mais ces deux-là, celles de Max Neuhaus et de Christina Kubich, mais elles ne nous confrontent pas, ou alors très indirectement, aux sujets qui les ont conçus, ou plus précisément à la subjectivité de ces sujets, aux affects qui les ont traversés quand ils marchaient et concevaient leur promenade, à leur intimité d'auditeur confrontés au monde, aux associations que les sons entendus produisaient en eux, aux fantasmes, aux mensonges, à la folie de ces subjectivités errantes. Et la question changerait, la question deviendrait comment savoir ce que l'autre éprouva quand il fit avant moi cette marche. Puis-je prendre le point de vue de l'autre marcheur? Non seulement trouver un point d'écoute dans l'espace, comme fait Neuhaus, comme propose Neuhaus, mais disposer d'un point d'écoute dans la subjectivité d'autrui, un point d'écoute dans l'espace intime d'autrui. Donc, en quelque sorte, écouter les mêmes sons, mais depuis un point qui serait situé dans son intimité. Bon. Et je pense que c'est cette question que Jane Cardiff se posa en 1991, l'année où elle conçut sa première audio walk, comme elle l'appelle, au Banff Center d'Alberta, Canada. Donc ça s'appelait Forest Walk. Il n'y a malheureusement pas de trace sonore de cette marche, qui durait 12 minutes. On sait ce qu'elle fit, en tout cas. Elle donna aux auditeurs marcheurs un lecteur de CD, un casque d'écoute et un point de départ. Sa voix, allait les guider pendant les 12 minutes de la marche. Elle leur dirait où aller, que faire, que regarder ou écouter, quelle bifurcation emprunter. Et ces marcheurs
allaient faire le même parcours qu'elle avait elle-même effectué quelques jours plus tôt. Ils allaient écouter simultanément le même environnement, celui que le casque diffuse dans leurs oreilles, et celui qui est audible en dehors d'eux, et qui arrive malgré le casque jusqu'à leurs oreilles. Donc, comme si deux espaces étaient présents au même moment, l'espace enregistré et l'espace écouté en dehors, par les failles du casque. Donc le même environnement à deux moments différents, ou plutôt un environnement et son double, fantomatique, superposé dans une même écoute, qui en devient, de fait, flottante, incertaine. On écoute deux fois le même son, mais une fois les sons qui viennent de dehors, et une autre fois les sons tels qu'ils sont filtrés par une subjectivité, justement, par les affects, les émotions, les sentiments de Janet Cardiff elle-même, devenue autre qu'elle-même, d'ailleurs. Alors vous me direz, c'est bien joli, mais ce n'est qu'un audio guide, tout ça. Ce n'est qu'une promenade sonorisée, au fond. Bon, eh bien non, car sonoriser une promenade suppose que d'abord, on ne puisse confondre les sons qui viennent des alentours avec ceux qu'on écoute dans le casque qu'on nous a prêté. Il ne s'agit pas de désorienter l'auditeur. Un accident est si vite arrivé. Cela suppose ensuite, conséquence de cette condition préalable, que les deux types de sons n'aient pas le même statut ni la même allure. Les premiers sont accidentels, peu prévisibles, de toutes sortes, mélangés, alors que les seconds sont clairs, distincts, articulés. Ils nous aident à discriminer parmi les autres ceux qui méritent d'être écoutés et ceux qui ont quelque chose à dire. Mais bien sûr, le plus souvent, ce casque, ce guide nous oblige à n'écouter que la voix qui nous parle et à voir le reste. Donc il s'agit de dissocier l'oreille de l'œil. Alors tout ce que fait Cardiff, évidemment, est autre. Elle fait précisément le contraire de cela et se garderait bien de le faire. Alors, je vous propose maintenant de réécouter ce que vous avez écouté tout à l'heure. Un extrait de Louisiana Walk, une audio walk de 1996 qui a été conçue à Copenhague, et c'est une commande en fait du musée Louisiana. I'm walking along a path in a park in Toronto right now. I walk here every day with my dog. I'm a bit later than usual tonight. It's a bit scary. This way. Come on, you. Glad I brought a flashlight. If I can only find it. Where is it? It's in my purse. Shit. I dropped it. Last night I dreamed a man chased me. I don't know what he wanted. I woke up and tried to finish the dream the way I wanted it to end, shooting him with a gun. That was recorded in 1996. I don't remember having that dream now. I just have that recording of me telling about it. But maybe I made it up. Sort of like the things our families have told us about our childhood, what we did when we were kids. We'll never know if they're real memories or not. Kids on bikes just went by. They're wondering what this was. This blue head, me walking with it. It's great how kids will just say anything. Whereas people will just pretend. I mean, adults will just pretend that they don't see anything. Is it about curiosity or politeness? There's an iron gate here into my yard. Reminds me of the one at the Villa Medici in Rome. Alors, qu'entendons-nous dans cet extrait? Une femme parle en marchant. Elle décrit ce qu'elle voit, ce qu'elle fait, un sentier.
les feuilles mortes. La nuit tombe, on est proche de la mer. Mais elle fait autre chose, elle dit autre chose aussi. Elle dit qu'elle vient souvent ici, par ici, promener son chien, mais jamais si tard, qu'elle a un peu peur. Heureusement, ajoute-t-elle, j'ai une lampe de poche dans mon sac. Et puis elle fait tomber sa lampe. Un homme passe en courant, la frôlant. Donc cette femme, cette voix, ne se contente pas de décrire, de nommer et de nous guider, ce qu'elle fait aussi. Comme vous pouvez le lire. Let's stop and listen, close your eyes, trust me. C'est une écoute qui guide, une marche qui est guidée par moment, à certains moments. Follow my steps. Elle ne fait pas que cela, elle nous parle aussi d'elle, de ses habitudes, des sentiments, des émotions qui la traversent. Et on se doute bien, assez vite en tout cas, que ce n'est plus vraiment Janet Cardiff qui s'adresse à nous, mais le personnage d'un scénario qu'elle a composé, que nous sommes les acteurs, en quelque sorte, d'une pièce sonore qu'elle a mise en scène à notre intention. Puis soudain, la voix change, plutôt l'espace autour d'elle change, et la qualité de l'enregistrement. On entend, elle raconte un rêve. Elle rêvait qu'un homme la poursuivait, qu'elle voulait le tuer, le tirer dessus en tout cas. Et puis, on revient à la scène initiale, on revient à la marche. La voix nous dit qu'elle a enregistré cela en 96, qui est précisément la date de la marche. Elle dit aussi qu'elle ne se souvient pas aujourd'hui d'avoir fait ce rêve, qu'elle l'a peut-être à l'époque inventé, comme on invente parfois ses souvenirs d'enfance. Puis des enfants passent en parlant à côté d'elle. Et elle ajoute qu'ils n'ont rien remarqué, qu'ils n'ont pas réagi à sa tête bleue ou à la blue head, nous dit la voix. Alors, était-il seulement poli ou manquait-il de curiosité? Était-il comme des adultes qui prétendent ne rien voir, même les choses les plus énormes, même les têtes bleues? Oui, donc en quelques dizaines de secondes, en moins de 2 minutes, l'auditeur marcheur, que vous n'êtes pas, que nous ne sommes pas, mais imaginez-vous dans cette situation, est complètement désorienté. D'abord, une autre scène se substitue à la scène familière, la scène de l'enregistrement, qui lui signale le caractère artificiel, construit, élaboré de ce qu'il entend. Donc il y a là un effet critique de distanciation. Il entend un enregistrement au sein d'un enregistrement, qui signale, donc il s'agit d'un enregistrement. Puis la voix fait part de son doute quant à la véracité de ce qu'elle dit dans cet enregistrement, un doute qui devient par contagion celui de l'auditeur quant à ce qu'elle lui dit au présent. C'est la même personne qui a menti et qui peut-être ment maintenant, tout de suite. Doute d'autant plus puissant qu'elle parle de 96, l'année de la marche, du présent donc, comme s'il s'agissait d'un lointain passé, comme si elle nous parlait donc depuis un point situé dans le futur. Elle sous-entend ensuite que sa tête est bleue, ce qui aurait dû faire réagir les enfants, qui n'ont clairement rien remarqué. L'auditeur se demande légitimement si la voix qui lui parle n'est pas victime d'une forme de démence. Bon. Néanmoins, nous savons, il sait, qu'elle joue là un rôle, qu'il y a un scénario qui va progressivement se dessiner, et c'est le cas en effet, notamment de cette marche, très scénarisée. Une histoire d'amour qui a mal tourné, un homme qui l'observe à travers des caméras de surveillance, des cartes postales des environs, qui lui a envoyé pendant qu'ils étaient ensemble, donc elle reconstitue cela, mais depuis un point subjectif au bord de la folie, une sorte de Erwartung contemporain. Et au fond, alors bon, tout cela ne serait que fiction, fiction sonore, savamment composée, dont nous serions finalement moins les acteurs que les témoins. Fiction produite en studio, à partir d'enregistrements in situ, elle peut travailler jusqu'à 18 pistes simultanément. Donc, les audiobooks sont des œuvres sonores à part entière, extrêmement travaillées. Il n'en demeure pas moins que la fiction met un certain temps à se dessiner et à donner sens à ce que nous entendons, aux voix. Car il y a aussi presque toujours d'autres voix qui chuchotent, crient, soliloquent, déclament et dont le rôle dans l'histoire met aussi du temps à apparaître. Un temps qui va d'ailleurs en augmentant, avec l'allongement progressif des walks, jusqu'à 50 minutes en 98 et dans les années 2000. Donc on est passé de 10 à 50 à 1 heure. Et puis, en fait, tout ne se résout pas. L'auditeur peut reconstituer l'histoire, mais il reste toujours des béances, des trous. Donc on peut dire que pendant de longues minutes, en tout cas, l'auditeur est guidé par une voix qui ne cesse de le désorienter
Hein, il partage son intimité, mais celle-ci est possiblement mensongère, voire démente. Le point de vue d'autrui est donc un point de vue incontrôlable et vertigineux. Tous les sons entendus deviennent des pièges, hein, des constructions destinées à le tromper, qui ajoutent à son environnement, par ailleurs reproduit avec beaucoup de réalisme, des événements sonores qui le modifient, voire le rendent méconnaissable. Hein, je pense par exemple à 2 audiobooks particulièrement étranges, un Case Study B ou Conspiracy Theory, qui fonctionnent ainsi, instillant hein, dans l'auditeur une sourde et lancinante paranoïa, puisque des sons tout à fait impossibles n'arrêtent pas de surgir, hein, des coups de feu. Le premier se passe à Londres, par exemple. Donc il s'agit bien évidemment non seulement de désorienter, mais de rendre le familier tout à fait étrange, hein, de défamiliariser le marcheur. Donc l'espace, vous voyez, qui se substitue au lieu ici, est d'une autre nature que celui que donnent à entendre les marches sonores de Neuhaus et de Kubisch. Hein. C'est un espace ambigu, affectif, réaliste et artificiel, intime et fictionnel, intime et extime, pourrait-on dire, essentiellement contagieux. Ce qui veut dire, ce qui peut vouloir dire qu'autrui hein, n'est pas un lieu qu'on pourrait délimiter. Hein. Autrui est un espace ouvert qui contamine tous les lieux, notre subjectivité y compris. Donc cette marche ne se contente pas de dissoudre les lieux, elle dissout aussi le sujet à l'écoute, hein, les limites illusoires du lieu subjectif hein, d'où il écoute et construit son rapport au monde. Et il est vrai que quand, à la fin hein, de la marche, il retire son casque d'écoute, pendant un certain temps, il ne sait plus vraiment où il est, hein, ce qu'il doit croire. Car effectivement, on ne peut être au monde qu'en croyant que les sons que nous entendons sont bien des sons du monde. Et c'est cette croyance, si vous voulez, que les marches de Cardiff, cette croyance qu'elle vient un peu dissoudre. Hein, tout à coup, les sons cessent d'être des sons simplement du monde. Ils perdent leur évidence, en quelque sorte. Et pour cela, il faut attaquer le sujet même à l'écoute. On ne peut pas se contenter simplement de donner à entendre autrement les sons du monde, il faut dissoudre le point d'écoute même. Alors là, une autre théorie serait nécessaire, une autre théorie de l'espace notamment, mais je n'ai plus le temps, comme je vous l'avais dit, je suis pris par le temps. Je peux juste conclure en disant que, bien sûr, l'espace dont il est question ici est un espace construit, c'est une construction, hein, quelque chose qu'on fait avec et contre les lieux, et avec et contre nos oreilles et nos corps à l'écoute. Hein, un espace donc il s'agit d'élaborer et qui ne viendrait pas se substituer à un autre espace, mais qui serait véritablement l'espace à construire et néanmoins réel à partir et contre nos habitudes et les lieux que nous traversons tous les jours. Merci.